Bienvenue dans Super Docteur, le podcast des médecins généralistes qui redonne de la noblesse à notre métier pour soigner mieux et différemment. Aujourd'hui, nous allons parler d'un enjeu central de la médecine de demain, les interventions non médicamenteuses ou INM. De plus en plus de patients y ont recours, activité physique adaptée, hypnose, méditation. Mais comment faire la part entre les effets réels et les promesses floues? Quelles pratiques sont fondées scientifiquement? Et comment les médecins peuvent-ils les intégrer dans leurs prescriptions en complément des traitements classiques? Pour répondre à ces questions passionnantes, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Grégory Nino, professeur à l'Université de Montpellier, directeur adjoint de l'Institut d'Ebrest d'épidémiologie et de santé publique et président de la Non-Pharmacological Intervention Society. Chercheur reconnu, il a consacré sa carrière à bâtir un cadre scientifique rigoureux pour ses approches longtemps négligées. Son travail, soutenu par l'INSERM, vise à structurer et évaluer les INM avec les mêmes exigences méthodologiques que celles qu'on impose aux traitements médicamenteux. Un travail fondamental pour rendre ces pratiques crédibles, mesurables, intégrables dans les parcours de soins et peut-être demain remboursables. Dans cet épisode, on va explorer ensemble ce que sont réellement les INM, en quoi leur évaluation diffère d'un médicament et lesquels sont les plus utiles pour les médecins généralistes. Bonjour Grégory. Bonjour Mathieu. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Pour commencer simplement, est-ce que vous pouvez me rappeler ce qu'on nomme exactement une intervention non médicamenteuse, ou INM, et en quoi ces fameuses INM se distinguent des approches dites naturelles, douces, ou des médecines complémentaires et alternatives? Alors le mot INM, il est ancien. L'OMS parle d'intervention non médicamenteuse depuis 2003. La Haute Autorité de Santé parle d'intervention non médicamenteuse depuis 2011 et d'autres organisations et autorités l'évoquent, y compris la Commission européenne. Donc c'est un protocole de prévention santé ou de soins efficaces, personnalisés, non invasifs, référencés, encadrés par un professionnel qualifié. Donc voilà la définition officielle de la société savante dont vous avez voulu parler, la NPIS. Mais tout l'enjeu pour un médecin généraliste, c'est comprendre 5 principes. Un, elle est décrite. Ça veut dire qu'on connaît le protocole, le début, le milieu et la fin, le contenu, l'indication, l'objectif, etc. Elle est explicable par des études mécanistiques, ça veut dire qu'il y a des mécanismes qui sont d'ordre physiologique et d'ordre potentiellement psychosociaux également, donc neuropsycho par exemple. Elle est efficace, ça veut dire qu'il y a eu des essais cliniques qui ont pu démontrer sa balance bénéfice-risque. Elle est sûre et elle est implémentable en France. Donc voilà schématiquement ce qu'est une définition conventionnelle aujourd'hui et consensuelle des INM. Donc c'est pas de la médecine alternative, c'est pas de la médecine douce, c'est pas tout ça, ce que je comprends. Voilà, il y a eu, et notamment on l'a vu à travers la Covid, et les médecins généralistes ont été les premiers à subir aussi cette vague de plein de mots de type médecine douce, médecine naturelle, médecine non conventionnelle, médecine traditionnelle, médecine... Bref, on en a trouvé à peu près une centaine de mots. Et effectivement, le problème, c'est que ces pratiques qui sont aujourd'hui, le terme est pratiques non conventionnelles de soins, ne répondent pas aux 5 critères dont j'ai parlé. Elles ne sont pas très décrites, elles peuvent être des approches, mais elles peuvent être aussi parfois des systèmes de pensée. La médecine chinoise, c'est à la fois des diagnostics, avec des diagnostics alternatifs à la médecine occidentale ou fondés sur les preuves, mais après, il peut y avoir des traitements qui sont non efficaces. Deuxième élément, elles sont souvent peu explicables, on n'a pas d'explication aussi rationnelle qu'on veut bien le dire. D'autre part, il y a peu d'essais cliniques démontrant leur efficacité. Il n'y a pas non plus d'études sur la sécurité, ou rarement, et elles sont parfois pas implémentables dans le pays, et évidemment en France. Elles peuvent être utiles en Chine, elles peuvent être utiles en Inde, mais très clairement, parfois ces pratiques ne rencontrent pas leur public finalement parce qu'il y a des difficultés culturelles à leur usage. Très bien. Et alors pourquoi c'était si important de proposer ce cadre scientifique, cette dénomination précise? Je sais que vous êtes très attaché aux termes, particulièrement dans le domaine de la recherche, évidemment. Et pourquoi vous vous êtes intéressé à ça à titre personnel? Alors, il y a 3 questions. La première question, pourquoi? Parce qu'on a démarré avec un de mes maîtres qui s'appelle Christian Préfaut à faire des essais cliniques sur l'éducation thérapeutique. Tout le monde connaît le mot, et tout médecin généraliste connaît le mot éducation thérapeutique.
Et on a travaillé sur une pathologie qui est très importante et très prévalente, qui est la BPCO, bronchopneumopathie chronique obstructive, sur lequel évidemment 80% est dû en particulier au tabagisme et entraîne une inflammation des bronches, amène une hypersécrétion et évidemment l'usage de médicaments complémentaires. Eh bien, on s'est rendu compte que si les recherches montraient que les médicaments étaient efficaces, notamment les bronchodilatateurs, la manière de l'utiliser n'était pas pertinente. Et donc, on s'est posé la question à comment faire pour démontrer l'efficacité d'un programme d'éducation thérapeutique, pas simplement de recommander, attention, il faut que vous preniez bien votre médicament, c'est ce que fait un médecin généraliste tous les jours, mais comment pour les patients non observants, on peut clairement avoir un programme qui va être un peu plus spécifique, qui va lui permettre de sensibiliser à l'utilisation du médicament, à l'activité physique, à la diététique. Et donc, on a fait un essai randomisé contrôlé, ça date un peu, désolé, dans les années 2002, mais sur lequel on a effectivement pu démontrer que ce programme de TP avait, donc en 8 séances, avait une amélioration clinique du patient, une autonomie améliorée du patient, une qualité de vie améliorée, et également une économie de 481 € par an et par patient, de non-hospitalisation, de non-visites qui n'étaient pas programmées. Bref, on a véritablement un bénéfice médico-économique. Et donc, de ce sujet-là, finalement, de protocoles qui sont immatériels, on s'est posé des questions sur d'autres types de pratiques. Vous avez évoqué, Mathieu, l'activité physique adaptée, des méthodes de kiné, les psychos. Bah, finalement, c'est exactement la même perspective de dire on peut arriver à faire des essais cliniques démontrant le bénéfice-risque de telle ou telle pratique, et finalement, une fois qu'on l'a démontré, le problème des chercheurs, et je suis un chercheur, de ce travail collectif, ça cale une armoire, ça fait plaisir parce qu'on a fait une publication, mais ça ne sert pas concrètement les praticiens, et c'est là où effectivement on est allé plus loin en disant que collectivement il fallait passer de travaux qui étaient finalement hétérogènes, qui étaient en fonction des pays, pas forcément coordonnés, à un modèle standardisé d'évaluation, de validation et de dissémination de ces interventions non médicamenteuses. C'est passionnant et je trouve ça extrêmement élégant d'étudier ça. J'ai l'impression que beaucoup de patients et maintenant de plus en plus de médecins ont envie de prescrire de moins en moins de médicaments. Moi-même, à titre de patient, j'ai pas envie de consommer des médicaments. Je connais leur apport indispensable et quand c'est bien indiqué, évidemment, je les prends. Mais j'ai l'impression qu'on a de plus envie d'avoir des choses dans lesquelles on est impliqué, dans lesquelles il y a moins de chimie. Je trouve ça vraiment très très élégant. Vous y avez consacré des années de votre vie. Et est-ce qu'il y a un financement pour ça? Parce qu'on peut se dire qu'on peut aller étudier, il y a un champ qui est énorme, un champ d'études absolument énorme. Est-ce que vous avez des moyens d'aller monter des essais thérapeutiques pour montrer ce genre de choses? Alors, il y a 3 points que j'aimerais aborder, parce que vous avez posé 3 questions. La première question importante, c'est effectivement la question de la validation et du partage et de l'utilisation de ces interventions non médicamenteuses. Le mot symboliquement, intervention non médicamenteuse, pourrait vouloir dire anti-médicament. Et donc, comme vous l'avez évoqué, est-ce qu'il faut que ce soit une alternative aux médicaments? La réponse est non. C'est au médecin généraliste de choisir si, parfois, pour un patient dans un contexte donné, il y a une combinaison entre un médicament et une INM. Parfois, effectivement, on peut démarrer par l'INM d'abord, et puis peut-être que finalement on passera au médicament. Et parfois, effectivement, il n'y a que le médicament et l'INM n'est pas utile. Donc vraiment, notre volonté dans la société savante qu'on a créée en 2011, en 2021, pardon, après la création d'une plateforme universitaire en 2011, c'était l'enjeu de dire il faut qu'on fasse une offre, un arsenal complémentaire. Vous avez un arsenal supplémentaire en tant que médecin généraliste et vous allez pouvoir l'utiliser. Et les seuls à savoir quelles sont les bonnes solutions pour les patients et pour quels patients, c'est vous. Et donc c'est vraiment ça un élément majeur. La deuxième partie, effectivement, de votre question sur la recherche et le financement de la recherche, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de difficultés parce que on a été tous élevés au siècle dernier avec l'idée que Pasteur nous a élevés dans cette logique, un problème physiopathologique, une intervention ciblée sur ce modèle physiopathologique, dont le médicament, et une guérison. Oui, effectivement, au siècle dernier, on a trouvé les très bonnes solutions pour un problème, une solution médicamenteuse. Mais aujourd'hui, on voit bien que les produits de santé sont nécessaires, mais qu'il faut aussi des solutions ou des services immatériels. Et que finalement,
engager un patient à également finalement agir sur sa santé est un élément important. Et donc une INM est un vecteur finalement, le terme est empowerment, d'engagement du patient dans sa propre santé. Et effectivement, dans la recherche et dans le financement de la recherche, ça démarque depuis les années 2010. On avait en gros les autorités une focalisation sur les produits et pas tellement sur les services. Et donc tout l'enjeu effectivement de pouvoir qualifier et de pouvoir préciser quelles sont ces interventions et les tracer. Il se trouve que dans vos bases de données de médecins généralistes, vous avez à chaque fois un suivi extrêmement précis du médicament. À quelle dose, quel produit, quelle molécule. En revanche, lorsque vous avez fait une prescription chez un kinésithérapeute, vous avez éventuellement la prescription chez le kiné. Vous avez éventuellement le nombre de séances. Mais qu'a-t-il fait? Quel est le protocole qui a été suivi, par exemple, sur la lombalgie chronique commune, si vous avez prescrit? Ben, vous ne savez pas parce que c'est Mmh. le kiné qui fait des choses. Et parfois, hélas, ben, le kiné réinvente la poudre, et ça a été la troisième perspective, de dire il est temps de partager les bonnes pratiques à ces professionnels pour que les kinés, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent inventer leurs pratiques, mais il y a des euh, programmes qui ont fait leurs preuves et qu'effectivement, si on fait une séance par semaine de kinésithérapie pour la lombalgie chronique, il est fort possible que ça n'ait pas d'impact. Ben non, exactement comme un médicament, il y a une dose et qu'il faut souvent qu'il y ait 2 à 3 séances par semaine pour avoir des impacts significatifs sur cette douleur lombaire. C'est passionnant. Et est-ce qu'on a les moyens, dans notre pays d'étudier ces protocoles? Oui, c'est une excellente question. On a effectivement les moyens depuis qu'on fait des études médico-économiques. Et c'est la raison pour laquelle, dans le modèle qu'on a établi, hein, on a co-construit avec 1000 Français, dont 2 professeurs des universités de médecine générale de Montpellier, je tiens à les citer, mais Béatrice Tonios et François Carbonel. Et donc ce travail collectif avec 1000 personnes a été effectivement d'identifier un process de validation, à la fois par des études qui permettent de décrire une intervention, à la fois par des études qui vont permettre d'identifier les mécanismes, puis ensuite des études bénéfice-risque, et en particulier qu'on appelle effectiveness, donc des études en vie réelle, et des études d'implémentation. On peut effectivement avoir des indicateurs d'effets économiques, des effets sanitaires, mais aussi des effets sociaux, par exemple le retour au travail plus précoce, et donc évidemment des arrêts maladie qui vont être réduits, et enfin des impacts environnementaux. Exemple, celui qui a fait une INM lié à la lombalgie va peut-être prendre son vélo plus régulièrement, et donc avoir un impact carbone, parce que finalement il est plus autonome plutôt que de prendre sa voiture. Et on Mmh. voit que ces multimarqueurs sont très en faveur, notamment, de la réduction d'hospitalisation ou de durée d'hospitalisation ou de fréquence d'hospitalisation. Et donc, chez les maladies chroniques, pardon, les patients malades chroniques, à la fois diabète de type 2 et à la fois, moi je travaille maintenant au centre anti-cancer de Montpellier, donc l'Institut du cancer de Montpellier, on voit que dans ces soins de support, effectivement, elles vont avoir des impacts, vous voyez, qui touchent pas uniquement des aspects strictement médicaux, mais aussi qui touchent des aspects sociaux, des aspects environnementaux et des aspects économiques, de réduction en particulier des réhospitalisations. Et ce qui coûte cher, c'est les réhospitalisations en France. OK, c'est fascinant. Ouais, c'est un domaine d'étude qui est vraiment, très, très intéressant. Du coup, Grégory, est-ce que vous pouvez m'expliquer, quelles sont les différences méthodologiques majeures lorsqu'on étudie un médicament ou une INM? Parce que dans ma tête, je me dis qu'un médicament, on peut l'étudier avec 2 groupes contrôle, on fait 2 cohortes, on donne un placebo, on peut donner une gélule et un placebo, le patient ne voit pas la différence, il y a un double aveugle, et cetera, et cetera. On connaît, à la sortie de la fac, normalement, les grands standards des essais méthodologiques. Et j'ai l'impression que pour étudier une INM, il y a toujours un biais parce qu'on ne peut pas avoir vraiment de placebo. Si on étudie par exemple une séance de yoga, comment peut-on faire une cohorte comparative avec un placebo de yoga? Ça, Mm. je le comprends pas. Et surtout, je me demande si méthodologiquement, on peut avoir la même robustesse Mm. pour prouver une efficacité d'une INM en regard d'une efficacité d'un médicament. Est-ce que vous pouvez me détailler, peut-être avec un petit peu de technique méthodologique, comment on peut designer ces essais pour prouver qu'une INM est efficace? Merci Mathieu de la question. C'est exactement ce que la Haute Autorité de Santé a écrit en 2011. Exactement ça.
dans un rapport d'une 50aine de pages, en disant aujourd'hui le standard c'est le médicament, et effectivement les interventions non médicamenteuses, quelles qu'elles soient, ne font pas leur preuve d'efficacité vis-à-vis du dogme qui est le process de validation du médicament. Et je parle des phases, hein, donc des phases mécanistiques, puis des phases cliniques avec un essai randomisé contrôlé en double aveugle, puis ensuite donc une AMM, autorisation de mise sur le marché, une autorisation et une distribution. Alors, on va prendre un exemple très concret. Euh, je prends, on a évoqué la méthode de kiné sur la lombalgie chronique. Vous imaginez qu'on tire au sort et effectivement, le patient, dans cet essai clinique, pour démontrer l'efficacité, je vais lui dire dans un bras, je vais vous sensibiliser par exemple à l'activité physique, vous devez plus bouger, manger moins gras, moins sucré, moins salé. Et pour le groupe qui a été tiré au sort, le patient qui va être dans le groupe expérimental, intervention non médicamenteuse, il va aller chez le kiné faire une méthode spécifique avec un nombre de séances. Comment voulez-vous lui cacher qu'il est chez le kiné? C'est écrit sur la porte. Comment voulez-vous lui cacher qu'il y a un kiné face à lui? Et comment voulez-vous lui cacher que le protocole... Donc, il y avait là une absurdité sur laquelle notre plateforme pendant 10 ans réfléchissait à Montpellier sur ces questions-là avec des patients, avec des praticiens et en disant on ne pourra pas s'en sortir. Chaque fois, le produit aura de l'avance sur les services, sur les protocoles immatériels. Et c'est ce qui se retrouve notamment pour ceux qui critiquent les interventions non médicamenteuses dans les méta-analyses. On regarde les méta-analyses, oui, mais on compile une molécule qui est strictement la même à la même dose. Or, quand vous regardez par exemple les interventions qu'ils combinent, c'est des interventions psychosociales. Donc vous imaginez, on peut avoir la psychothérapie, l'éducation thérapeutique, on peut avoir plein de choses. Bref, on mélange à chaque fois dans les services des interventions qui n'ont rien à voir en termes de dose, en termes de quantité. Donc il a fallu faire ce brainstorming, 2 ans, plus de 40 réunions, 1000 personnes, lire toute la littérature mondiale et dire maintenant on va faire une étape participative de consensus avec un comité scientifique élargi, des méthodologistes, des biologistes, des sciences humaines, des praticiens, des représentants patients, et pour dire effectivement comment on peut valider. Alors, un des points particuliers, Mathieu, vous l'avez dit, le yoga. Le yoga, pour moi, ça ne veut rien dire parce qu'il y a déjà 24 formes historiques de yoga. Et dans ces 24 formes historiques de yoga, il y a plein de protocoles de yoga. Donc, il a fallu convaincre la communauté de dire, avant que vous fassiez une étude d'efficacité de ce protocole de yoga, décrivez-moi quel est le protocole. Combien de séances? Dans quel contexte? Pour quelle indication? Quel est le professionnel qui le fait dans effectivement quelque chose qui soit calibré. Donc, c'est ce qu'on a appelé des études prototypiques. On s'est inspiré de modèles qui sont notamment développés aux États-Unis là-dessus en disant vous devez arriver à publier un papier, une étude qui va décrire le protocole, comme un manuel, comme un mode d'emploi, si vous voulez, hein, si j'essaie d'être schématique, un cahier des charges de l'intervention, si on prend votre exemple du protocole de yoga. Ensuite, il faut qu'il y ait des études mécanistiques. Y a-t-il des études mécanistiques qui montrent que ce protocole de yoga a effectivement des intérêts sur le plan physiologique et ou sur le plan psychosocial, qu'effectivement sur le plan de la douleur, il y a eu des... Et là, on a insisté pour dire, attention, le problème, contrairement aux médicaments, et c'est là aussi une faiblesse, mais pas une faiblesse, c'est juste une différence, c'est pas le même produit, c'est pas les mêmes solutions. Vous avez l'idée que une intervention non médicamenteuse mobilise plusieurs mécanismes en même temps. Un protocole de kiné, il joue aussi sur le cerveau, qu'on le veuille ou non, et il joue aussi sur la stimulation cognitive et autres. Donc on ne peut pas dire qu'il n'a uniquement qu'un effet musculaire ou qu'un effet articulaire ou qu'un effet cardiovasculaire. Vous voyez, donc il y a des mécanismes systémiques. Ensuite, on a dit, et c'est pas nous, on s'est appuyé sur le plus grand chercheur dans les années 90 qui s'appelle Daniel Schwartz, qui est un grand chercheur, qui a dit il faut faire des études en vie réelle. Et ça va peut-être intéresser beaucoup votre communauté de médecins généralistes.
On a souvent pensé des essais cliniques à l'hôpital avec des patients triés sur le volet qui sont quasiment purs, mais qu'après les essais cliniques, dans la vraie vie, ils n'existent pas. Ils ont des comorbidités, ils ont des problèmes sociaux, ils ont différents problèmes. Et finalement, les résultats qu'on a sur la publication de l'essai clinique validant le médicament, ça ne marche pas. Et donc, Daniel Schwartz disait il faut faire des études effectiveness. Et donc, c'est ce qu'on a fait dans nos recommandations. Et c'était vraiment un sujet majeur. Et le dernier point, c'est des études d'implémentation. Donc, des études d'implémentation, là, c'est inspiré du Canada. C'est inspiré de l'idée que c'est pas parce que ça marche au Canada, où je l'ai évoqué en Chine, que ça marche nécessairement en France. Donc, on recommande de faire une étude d'implémentation en France. Donc, concrètement, aujourd'hui, effectivement, toutes ces caractéristiques sont remplies et on peut partager un cahier des charges, on va peut-être en parler, mais effectivement, sur lequel on partage la connaissance, non plus sur le yoga, mais sur bien un protocole de yoga spécifique avec cette biblio indispensable pour que ce soit validé. Et donc, c'est la raison pour laquelle, in fine, c'est ce qu'on dit, et c'est pour ça qu'on travaille avec Lionel Collet et l'équipe de la Haute Autorité de Santé désormais, c'est de dire, bien sûr qu'il faut un gradient très important et très rigoureux pour le médicament, mais une intervention non médicamenteuse a le plus haut niveau de preuve, mais pour un médecin, la chirurgie, on ne fait pas un essai randomisé contrôlé en double aveugle en ouvrant un patient et en disant bah non, attendez, on va voir. Il y a un autre type de process de validation. Et vous avez vu arriver récemment, il y a un processus de validation pour les produits pharmaceutiques, il y a un processus de validation pour les dispositifs médicaux, pour les chirurgies, et désormais, notre travail collectif permet depuis 2024 de dire aux chercheurs, vous avez une feuille de route finalement pour valider des interventions non médicamenteuses. Très bien, c'est clair. Donc en fait, vous avez travaillé des années durant pour modéliser Oui. une manière de prouver l'efficacité d'INM. Il y a le même haut niveau de preuve et le maximum de preuves qu'on peut donner à l'efficacité, mais pas qu'à l'efficacité, également au fait qu'il soit explicable, au fait qu'elle soit décrite et au fait qu'elle soit implémentable. Donc en gros, on a le meilleur niveau de preuve que cette intervention est efficace. Reste après aux praticiens, aux prescripteurs de dire oui, je prends cette solution et on ne veut pas en faire une obligation d'utilisation, évidemment. À chaque fois, ça va être le prescripteur qui va se retrouver, si vous voulez, avec un Vidal des INM et puis finalement, il va composer en fonction des patients, en fonction de la volonté des patients, en fonction de la disponibilité des praticiens, mais il y aura au moins un cadre de sécurité et on va sûrement en parler de la question de la traçabilité avec un code unique de ces interventions. Exactement. Est-ce que vous pouvez me partager du coup des INM utiles à connaître en pratique pour un médecin généraliste en cabinet? Alors, vous avez carrément écrit un livre sur le sujet qui englobe 100 méthodes Alors, différentes, mais peut-être pouvez-vous nous donner quelques INM pratiques à avoir en tête pour conseiller à nos patients pour des motifs courants, peut-être, je ne sais pas, l'anxiété, de la douleur, de la fatigue, troubles du sommeil. Je vous laisse le choix. Cette question est un peu vaste, je m'en excuse, mais peut-être 2-3 INM comme ça sur lesquels vous avez travaillé? alors, c'est vraiment important que je puisse partager à votre communauté les raisons du livre qui Ouais. paraît provocateur sans médecine douce validée par la science. C'est l'éditeur qui a voulu, c'est pas moi. Je m'en suis douté, j'ai pas osé vous poser la question. Et non, non, mais c'est vraiment important. Et ce travail avait été fait pour sensibiliser le grand public en disant arrêtons de dire qu'il n'y a pas de recherche en kiné, en diététique, en psychothérapie, en activité physique adaptée, en thérapie manuelle, etc. Il y a des études qui existent. Et donc c'était juste un regard posé et on avait le temps d'écrire des livres pendant la Covid en disant il est temps qu'on regarde sérieusement le mot horrible, négatif, pas du tout approprié qui est médecine douce en France. Souvent à l'étranger, c'est complementary and alternative medicine, les médecines alternatives et complémentaires. Et en disant, sortons de cette nébuleuse, parce que c'est un danger terrible. On amène des patients à aller vers des dérives et des dérives sectaires ou des retards de diagnostic, des errances thérapeutiques très importantes. Sortons de ça. Voilà. Donc, ce livre était destiné à dire, c'était le point zéro
de notre travail collectif établissant la grille de lecture. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est que on a, à partir de ces 2 ans de travail, où on a présenté au Sénat, on a présenté au ministère, on a aujourd'hui 32 sociétés savantes qui nous soutiennent, dont les sociétés savantes des médecins généralistes. On a vraiment un soutien à la fois grâce à l'INSERM, on est en train d'avancer au niveau européen et on est en train de discuter avec l'OMS. Bref, on a des soutiens très très importants des autorités de santé. Mais tout l'enjeu était de dire, ça c'était mon livre simplement pour dire que c'était possible et qu'il y avait des études qui pouvaient exister dans telle ou telle discipline. Maintenant, passons à une phase sérieuse, rigoureuse et partagée qu'on a appelé le référentiel des INM. Si vous avez l'occasion, vous allez voir référentiel-INM.org, vous allez retrouver des interventions qui ont été expertisées non pas par une personne, non pas avant le modèle, mais maintenant avec le modèle qu'on a, avec les caractéristiques dont je vous ai parlé. Elle est explicable, elle est décrite, elle est efficace, elle est sûre, elle est implémentable. Et donc, il y a un comité d'experts qui va expertiser les dossiers exactement comme une autorisation de mise sur le marché, sur ce référentiel, et sur lequel, effectivement, on va avoir toutes les caractéristiques, on va avoir le cahier des charges que le prescripteur pourra connaître, dont la biblio importante qui répond d'un cadre général de notamment la haute autorité de santé, c'est-à-dire que peut-être je vais donner un exemple. Et il y a également donc toute la biblio sur les caractéristiques, mais y compris jusqu'au manuel d'intervention, jusqu'à des recommandations très spécifiques de telle ou telle autorité qu'on peut aller chercher. Donc concrètement, ce référentiel donne ce cahier des charges avec un code. Ça veut dire qu'on souhaite, et c'est la société savante NPS qui porte ça, mais au nom de collectifs et qui implique d'autres sociétés savantes, en disant on va pouvoir inventorier les pratiques et vous permettre à très court terme de les intégrer dans vos logiciels métiers et sur lequel vous aurez la possibilité de mettre le bon code. Ça veut dire que si vous avez le code de l'intervention que vous avez choisi de prescrire, alors effectivement, il y aura une traçabilité bien supérieure de ces interventions. Et ça veut dire qu'on peut avoir également la possibilité de financer potentiellement par l'assurance maladie, et c'est la première fois en 2024, tenez-vous bien Mathieu, que l'assurance maladie met dans son document charges et produits, elle met l'information de on va, donc c'était en 2024, en disant on va commencer à rembourser les interventions non médicamenteuses. Les médecins Mmh. généralistes connaissent mon espace psy, qui a été développé avec, évidemment, il y a quelques polémiques, mais tout l'enjeu pour l'assurance maladie est d'avoir enclenché la solution sur lequel mes généralistes étaient un petit peu perdus, vers qui, quel psychologue et ainsi de suite. Ben là, tout d'un coup, effectivement, un trouble dépressif, une anxiété, il pourra y avoir une prescription, et il pourrait y avoir un suivi de cette intervention non médicamenteuse qui a été faite et qui a démontré ses preuves. Alors concrètement, maintenant, pour répondre donc à quelle INM, on peut en donner une qui est peut-être très très connue. Parfois, c'est là le problème, parce qu'elles sont connues à l'étranger, mais elles ne sont pas nécessairement connues en France pour des raisons de langue, pour des raisons, vous voyez, de cette communauté qui ne s'est pas structurée, les diètes avec les diètes, les kinés avec les kinés, etc. Et donc, il n'y avait pas de dénominateur commun. Donc, la thérapie cognitivo-comportementale est faite par un psychologue si elle a une visée particulière qui est le trouble du sommeil. Elle s'appelle la TCCI. Elle ne s'appelle pas la TCC, la thérapie cognitive. Elle est spécifique à l'insomnie. Et un nombre de séances a été établi avec des contenus de séances que vous allez retrouver sur le référentiel des INM. N'hésitez pas à les voir. Et elle est extrêmement efficace. Et elle peut effectivement, là, en l'occurrence, au choix du médecin. Mais parce qu'on sait que d'autres, des médicaments en particulier somnifères peuvent avoir des effets secondaires, peuvent avoir des dépendances, bah, effectivement, ça vaut la peine de, dans certains cas de figure, de commencer par la TCCI avant de commencer par le médicament. On a également, pour les médecins généralistes, vous avez entendu le mouvement qui s'inscrit vers le repérage précoce de la fragilité chez la personne âgée. Ben là, typiquement, il y a des risques de chute chez certaines personnes. Eh bien, il y a des programmes qui ont été validés. Je prends un exemple parce il est tellement incroyable. C'est le doyen de la fac de médecine d'Otago, en Nouvelle-Zélande.
Donc, il a établi un programme qu'il a montré avec des essais cliniques, avec des études mécaniques, tout ce dont je viens de vous parler, dans les années 2000-2010. Ce programme a été diffusé dans le monde entier. Mais les francophones ne le connaissent pas. Il s'appelle le programme Otago. Je ne sais pas si vous l'avez eu en cours, Ouais, enfin, mais je le connais de nom, il a été très connu, mais bizarrement, il est inconnu ici et personne. exactement. On a l'impression que la francophonie est peut-être rétive ou autre, mais ce monsieur a dit, mais non, mais bon sang, mais regardez, je fais 30% de réduction de chute pour les patients qui ont suivi mon programme. La chute, ça coûte 2 milliards d'euros par an à l'assurance maladie et aux complémentaires. Donc, on peut faire tout à fait des économies si très rapidement le médecin détecte un risque de chute et que effectivement ce programme est mis en place. Et donc tout l'enjeu effectivement, c'est qu'il y ait un remboursement, et on va sûrement aussi en discuter, mais il y a une volonté de l'assurance maladie et également de mutuelles de mieux rembourser ces interventions parce qu'elles sont validées. On pourrait parler également d'un protocole de kiné contre les thromboses lymphatiques superficielles induites par les traitements du cancer. Donc, ce n'est pas la kiné, c'est un protocole de thérapie manuelle qui va avoir vraiment de drainage en particulier lymphatique, qui va avoir des effets tout à fait significatifs, mais c'est bien ce protocole-là. Donc, ce n'est pas aller faire des séances de kiné, vous allez voir, non, c'est ce protocole. Et un autre point important, c'est euh, je l'ai un peu évoqué en préambule dans nos recherches sur la BPCO, mais l'ETP n'est pas un antimédicament. C'est l'idée d'améliorer l'observance. Eh bien, vous avez actuellement pour les traitements oraux du cancer, on est passé de traitements IV à des traitements oraux, et on voit à quel point il y a des risques chez certains patients de ne pas prendre correctement ces molécules qui coûtent évidemment très très cher. Eh bien, chez ces patients, la prescription d'un protocole d'ETP qui peut être fait en ville et par des pharmaciens. Vous imaginez, Mathieu? Hmm. Pharmaciens qui vont faire des protocoles d'ETP. Mais non, mais je suis un spécialiste du médicament. Non, vous êtes aussi un spécialiste de l'usage du médicament. Et donc, vous devez mettre en place des protocoles d'ETP INM validés qui permettent d'avoir des effets. Et ça peut être aussi en complément dans les CPTS, dans les maisons pluriprofessionnelles de santé et même les maisons pluriprofessionnelles universitaires. Je sais que certains MG travaillent dans ces organisations, mais qu'effectivement, on puisse avoir une traçabilité. Et le dernier point important du référentiel, c'est qu'on ne veut pas en faire une photographie figée. La recherche va continuer à avancer. Et donc, l'optique de la NPIS a été, dans ce référentiel des INM, de permettre des retours d'usage. Ça veut dire que le patient, mais aussi le praticien, le prescripteur ou celui qui a encadré, peut faire des retours sur le cahier des charges qui a été établi en disant mais non, regardez, il faut peut-être changer ça, non, il y a peut-être ça à changer, et on fera évoluer finalement ces protocoles pour les rendre meilleurs. Mais rien d'autre que ce qu'a fait le médicament depuis 70 ans, c'est-à-dire concevoir un paradigme d'évaluation et permettre une amélioration continue, que ce soit dans les indications, dans les dosages, dans les combinaisons. Il y a vraiment tout un lancement qui va de la recherche à la pratique, mais sur lequel on reçoit beaucoup de soutien en tout cas. Très bien. Je vois que depuis 20 ans, il y a eu une avancée extraordinaire dans ce domaine de recherche. On a fait beaucoup, vous avez fait énormément de chemin. On a abordé tous les deux brièvement la question du financement par l'assurance maladie. J'imagine que c'est un des axes importants que vos sociétés savantes doivent mener. Est-ce que vous pouvez me dire quels sont les grands objectifs des 10 prochaines années dans ce domaine de recherche? Alors, je veux bien aborder la question de la recherche et de la pratique, mais je pense et je veux bien aborder un autre aspect. Euh, la recherche, un des points majeurs qu'on est en train de mobiliser au niveau national, mais au niveau européen, on a fait donc une rencontre avec le réseau européen de recherche clinique qui s'appelle ICRIN, et on a fait la même chose et on fait un congrès international tous les ans. Vous êtes le bienvenu et les bienvenus, ça s'appelle le NPI Summit. C'est de dire qu'il faut arrêter de faire des études pour des interventions quand elles sont validées. J'ai fait 10 ans de recherche dans la BPCO avec Christian Préfaut. Henri Pujol m'a amené à travailler désormais sur les soins de support. Il y a encore des études sur lesquelles on demande des financements pour des programmes d'activité physique adaptée visant à réduire la fatigue chez des patients traités pour un cancer du sein. Ce n'est plus acceptable de faire
des études cliniques randomisées contrôlées pour démontrer l'efficacité de la réduction de la fatigue d'un programme d'activité physique adaptée au décours de la radiothérapie et de la chirurgie. Et donc, il y a effectivement de l'argent qui est mal utilisé en recherche parce qu'on sait. Et donc, le référentiel va être là pour dire aux chercheurs, maintenant, ça suffit de faire et d'embêter des patients. J'ai vraiment, on a une détermination très humaniste dans ce qu'on dit. Arrêtons d'embêter les patients sur des études qui ont été qu'on fasse d'autres types d'études sur des psychothérapies, des thérapies manuelles, des régimes, etc. Bien sûr, si on ne sait pas. Mais quand on sait, il faut effectivement pouvoir le dire. Et inversement, il faut pouvoir aussi dire à la recherche quand on sait que ça ne marche pas. Et il y a des pratiques qui ont pu démontrer leur non-efficacité et sur lesquelles il faut le dire. Donc on a là dans la communauté des chercheurs, et c'est pour ça qu'on pousse avec l'INSERM et qu'on a fait cette session à Bruxelles, pour dire financer là où on a véritablement besoin d'études INM et on a un cadre particulier et arrêtons à chaque fois de refaire le énième essai randomisé contrôlé. L'enjeu, c'est plus par exemple une étude d'implémentation qu'une étude, comme je l'ai évoqué, randomisée. Très bien. La deuxième partie importante, c'est la partie euh, réglementaire. Un produit, et l'Europe, mais la France aussi, est centrée sur les produits. Un produit, il y a une marque, il y a une industrie, et il y a finalement une chaîne de valeur. Sur nos protocoles immatériels de prévention et de soins, on a l'impression que c'est que immatériel. Voyez, et donc il n'y a pas pour l'instant, euh, pour les autorités, de cadre juridique autour de ces pratiques. Et ils nous renvoient toujours sur, bah, non, vous n'êtes pas des produits, on est bien d'accord avec eux. Mais on leur dit, on n'est pas non plus des recommandations de santé publique. Ils nous assimilent à des recommandations de santé publique. Vous avez qu'à bouger plus, manger moins gras, moins sucré, moins salé, on doit sensibiliser. Non, ça, ce sont des actions de santé publique. Il n'y a aucun problème, c'est la promotion de la santé, c'est nécessaire. Et donc, on est en train de fabriquer, et c'est compliqué, donc tous les médecins généralistes sont les bienvenus dans notre association pour effectivement dire les protocoles de soins doivent être qualifiés juridiquement, reconnus avec un code. S'il y a un code, ça veut dire que finalement, ils vont pouvoir être tracés. Mais attendez, pour les chansons, on y arrive bien. Une chanson est complètement immatérielle, c'est juste des notes, et on arrive à avoir une reconnaissance de la valeur d'investissement qui a été faite sur cette chanson, et elle est diffusée dans le monde entier parce qu'elle a un code. Désolé pour cette analogie, mais c'est un peu l'esprit, en disant il est temps qu'effectivement il y a une traçabilité. Et ce qui est intéressant, et donc c'est sur la troisième partie de votre question vraiment majeure, c'est la partie des financements, les mutuelles au sens large, les complémentaires santé, les assureurs, les organismes de prévoyance, la CNSA, et je tiens aussi à parler de la caisse nationale qui développe l'autonomie des personnes âgées, se rendent compte que finalement, parfois, ils ont financé des choses qui servaient à rien, voire qui amenaient des patients vers des dérives sectaires, des pratiques très dangereuses, ou ésotériques, ou sans effet. Et donc, ils sont en train de revenir à la table, et on a aujourd'hui trois complémentaires santé. Je ne les cite pas, mais vous pourrez le voir sur notre site NPIS. Et on a donc la CNSA qui a dit go, on y va, on veut financer l'aide à l'autonomie ou on veut financer des pratiques qui sont validées par la science, dont on sait qu'elles sont efficaces. Et donc forcément, elle tape à la porte des médecins généralistes en disant on va pouvoir clairement peut-être aider et vous aider, vous, à être plus au clair en disant face à un patient, et c'est le cas pour l'activité physique adaptée. Hein. Vous entendez partout en disant il faut faire l'activité physique adaptée. Oui, mais il n'y a pas de modèle économique. Donc forcément, les patients, ils sont un peu embêtés et ils vont dans la salle de sport 3 jours et ils arrêtent parce qu'effectivement, ça ne répond pas à leurs besoins. Donc tout l'enjeu, c'est de dire c'est plus l'APA, mais ce sont des programmes d'APA. Et là, les mutuelles, en fonction de leurs organisations, veulent véritablement pouvoir mieux les cofinancer. Mais tout dépend la décision, maintenant qu'on a bien compris notre système français, d'abord de la HAS, puis de l'assurance maladie qui va dire moi je prends ça, 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 et c'est à vous, après complémentaire santé, de payer le reste.
Très bien. Grégory, je vous remercie beaucoup. C'était, assez dense et à la fois assez court parce qu'il y a tant d'autres questions que j'aimerais vous poser, mais malheureusement, on va arriver à la fin de cet entretien. Avant de nous quitter, pourriez-vous, me rappeler les références que les médecins peuvent consulter en cabinet, comme le référentiel des INM, peut-être le site, de la NPIS, tout ce qui peut être pratico-pratique, qu'on peut consulter, en cabinet quand on souhaite, se renseigner pour des INM. Et puis je vous remercie chaleureusement et je vous dis à bientôt. Donc, concrètement, deux choses. La première, effectivement, vous allez taper NPI Society et vous allez pouvoir télécharger le guide des interventions non médicamenteuses. Il est même en trois langues, si vous voulez, en anglais ou en espagnol, mais il est en français. Il vous explique vraiment plus en détail tout ce que nous avons abordé. Et peut-être le deuxième point important, c'est si vous voulez un outil concret, pratique, dont on espère qu'il sera dans vos logiciels métiers dès que possible, et on fait tout pour que il soit dans vos logiciels métiers dès que possible. Ça s'appelle le référentiel des INM, référentiel-inem.org, et vous pourrez avoir là les premières INM qui ont été recensées, mais très rapidement, ce référentiel de bonne pratique va être amené effectivement à être élargi avec, j'espère, d'ici le mois d'octobre, au moins, on aura dépassé la centaine, mais c'est un pari qu'on fait. Fantastique, je vous remercie beaucoup Grégory, merci pour, tout ce travail. Vous êtes quelqu'un de passionné, moi j'ai appris encore beaucoup, beaucoup de choses et merci pour, toutes les ressources que vous nous avez données. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.